Dès l'instant qu'il y a une révolution technologique, il y a des nouveaux emplois qui se créent en même temps que ceux qui sont détruits. Donc là, ça pourrait être le cas, encore une fois, pour l'IA, avec par exemple, on pourrait imaginer des orchestrateurs d'IA ou des choses comme ça, qui forceraient quand même les gens à réapprendre un métier totalement différent, ce qui n'est quand même pas une tâche facile. L'IA peut coder à la place d'un humain du moment qu'on la prompte correctement. Et on rappelle que leur puissance de calcul est énorme. ChatGPT a développé un processeur qui dépasse ce que les humains peuvent confectionner actuellement. Donc, est-ce qu'on aura vraiment besoin d'ingénieurs pour développer ces puces-là si ChatGPT le fait déjà mieux qu'eux? Aujourd'hui, ce qui nous empêche de la produire, c'est la technologie qu'on possède. Notre technologie n'est pas assez avancée pour pouvoir suivre qu'a besoin GPT pour produire la puce. Donc, est-ce qu'on aura besoin d'humains qu'on paye très cher aujourd'hui pour ces puces à développer si l'IA les remplace? Donc, quid de nos ingénieurs? Ils sont très chers, ils nous font un peu chier, ils ont des revendications. Non mais attendez, on est où là? Moi, l'IA, elle m'emmerde pas avec son salaire, avec son augmentation annuelle. Je la fais travailler 24/24, elle a aucune demande, elle fait tout ce que je veux. Si jamais l'IA remplace tous nos ouvriers en usine, remplace tous nos métiers de bureaucrates, remplace nos gestionnaires financiers, nos conseillers en gestion de patrimoine, remplace les métiers vraiment très intellectuels de prestation de services, il ne nous restera que des métiers physiques, la maçonnerie, la couverture, là où l'IA aura plus de mal à nous remplacer. Bonjour tout le monde, bienvenue sur cet épisode d'Homo Economicus. Aujourd'hui, on va traiter de l'impact d'IA sur les marchés financiers. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne voient pas l'IA comme une menace parce que c'est plutôt une façon d'augmenter notre productivité. Ça nous aide comme un outil. C'est un peu bétonnière pour un maçon, ça lui permet de faire du béton plus vite. C'est un peu ce qu'on a dans nos métiers de prestation de services aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment une menace pour nos emplois et est-ce que pour les marchés financiers, il y a vraiment un impact pour l'IA? C'est ce qu'on va traiter aujourd'hui avec Julien. Julien, toi, t'en penses quoi? Du coup, je pense que ton point est vraiment intéressant, David, parce que on se demande jusqu'à où va évoluer vraiment l'IA. Est-ce que l'IA va se contenter de nous aider dans nos tâches quotidiennes, au travail, etc., et augmenter notre productivité, ou alors est-ce qu'elle va être à terme assez bonne pour carrément faire la totalité du travail à notre place? Donc, on le voit déjà dans certains travails qui sont totalement remplacés. Par exemple, on s'en souvient pas beaucoup, parce qu'on a quasiment grandissant, mais les traducteurs, avant il y avait des personnes qui faisaient les traductions, etc. Et maintenant on utilise des outils comme Google Traduction, tout ça, et ça c'était déjà bien avant l'IA, même si ça s'est encore renforcé encore plus avec l'apparition de LLM. Mais on est passé de traducteurs qui étaient payés très très cher, qui faisaient beaucoup d'études, etc., à des services qui nous coûtent quelques centimes, voire gratuits, pour toutes les traductions dont on a besoin. Et on observe ça dans de nombreux domaines. Donc, je sais pas, toi, David, est-ce que tu as d'autres exemples en tête? Je pense alors plutôt dans la fonction outil, sans forcément qu'il y ait de remplacement humain, enfin dans une moindre mesure. Le SEO notamment, où on est passé avec beaucoup de freelance qui étaient rédacteurs web, donc qui écrivaient des articles, qui faisaient toute la pagination et tout le SEO derrière avec les balises. Aujourd'hui, c'est un métier qui est entre guillemets un peu en perdition parce que quelqu'un qui fait des bons prompts d'IA peut se permettre de passer de rédacteur web quand il n'a pas les compétences pour le faire. L'IA aujourd'hui permet très bien d'écrire des très bons articles qui peuvent très bien ranker sur Google. Et donc, ça impacte quand même le marché, ou notamment le graphisme aussi, où les graphistes sont aujourd'hui beaucoup en difficulté quand ils démarrent parce que l'IA les remplace sur des chartes graphiques, des logos. Et là, on parle vraiment de remplacement pur et dur. C'est vrai que pour rebondir sur ce que tu dis, à propos des artistes, on l'a vu aussi beaucoup avec Suno, le service de création de musique, qui a fait énormément peur aux artistes, parce que voilà, il y a clairement une démocratisation en fait de la musique, où n'importe qui peut être capable de créer quasiment un tube planétaire. C'est vrai, et on le voit là dans l'actu aujourd'hui, quand on tourne le podcast, tous les autres groupes aux US actuellement, qui est quand même dingue. C'est du dessin animé, c'est de l'IA qui a fait les chansons, c'est de l'IA qui les anime, et c'est un des groupes qui vend le plus aux États-Unis actuellement et qui dépasse les gros groupes de K-pop. Donc après, c'est vrai que si on continue sur cette voie-là, d'augmenter l'humain, même sans le remplacer totalement, il y a sans doute une tendance qui va apparaître, c'est-à-dire que les humains qui seront capables d'utiliser ces outils, qui seront augmentés, en fait, vont pas pour autant gagner plus de salaire. C'est-à-dire que ceux qui réussissent à s'adapter vont juste rester à leur poste, mais les autres qui n'auront pas réussi vont se retrouver inutiles,
inemployables sur le marché. Et donc, ça crée une réalité qui est vraiment très brutale pour beaucoup de gens. Et oui. Ouais, vas-y, excuse-moi. Et peut même, à terme, forcer certains travailleurs à quasiment aligner leurs coûts pour les employeurs avec le coût qu'une IA aurait pour l'employeur, pour réussir à avoir du travail. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une économie qui est plutôt circulaire, c'est-à-dire qu'on a des entreprises qui payent des taxes sur ce qu'ils produisent, produire, ils ont besoin d'humains pour vendre ces produits-là à d'autres entreprises qui vont peut-être les vendre à d'autres personnes, pour au final que tout le monde gagne de l'argent et puisse le dépenser dans cette économie. Le facteur clé de cela, c'est d'être productif. On le voit notamment dans les usines où il y a beaucoup d'automatisation qui sont faites avec les machines et où les humains sont moins remplacés. On le voit dans les industries, par exemple, du gâteau, où on est passé du pâtissier qui va faire son gâteau dans sa cuisine à la grosse machine industrielle où on met notre tambouille et puis ça nous sort 5 biscuits à la minute. On a un ou deux humains pour contrôler la qualité. Aujourd'hui, cette automatisation-là, elle a un impact qui est que on augmente notre productivité, mais on a besoin de moins d'humains. Donc, mine de rien, ça crée du chômage. Et cette machine-là ne va pas consommer dans l'économie. Elle ne va pas dépenser de l'argent parce qu'elle n'a pas de salaire. Cet impact-là qu'on a, il est intéressant à voir parce que l'IA se développe tellement vite. On est quand même face à la loi de Moore. On est sur quelque chose d'exponentiel avec notamment les circuits électroniques, les puces de calcul, où la stat, c'est quand même on fait x2 en puissance de calcul tous les 2 ans. Il est énorme. x2, 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 x2. Donc c'est du 2 puissance X années. Donc ça peut aller très très vite pour qu'on ait des IA qui puissent remplacer des métiers intellectuels type bureaucratie pour avoir une meilleure productivité. L'impact de ça, c'est de retrouver des personnes derrière qui vont être au chômage ou qui n'auront pas de revenus, donc qui ne pourront pas consommer et qui pas de consommation veut dire concentration de la richesse dans l'entreprise, mais également des problèmes d'inégalité en termes de salaire et moins de consommation, donc possiblement une économie en berne parce qu'on a voulu tout automatiser grâce à la puissance de l'IA. Voilà, exactement. En fait, ce qu'on peut se dire, dans un premier temps, avec les IA qu'on a actuellement et les évolutions dans un futur proche, c'est que, comme ça s'est toujours passé dans l'histoire, dès l'instant qu'il y a une révolution technologique, il y a des nouveaux emplois qui se créent en même temps que ceux qui sont détruits. Donc là, ça pourrait être le cas, encore une fois, pour l'IA, avec, par exemple, on pourrait imaginer des orchestrateurs d'IA ou des choses comme ça, bon, qui forceraient quand même les gens à réapprendre un métier totalement différent, hein, ce qui n'est quand même pas une tâche facile. Mais en tout cas, voilà, on pourrait au global retrouver à peu près le même nombre d'emplois créés que perdus. Mais la question, comme disait David, c'est jusqu'à quand ça va marcher, cette mécanique de destruction et de création d'emplois. Est-ce que on n'est pas là, pour la première fois de l'histoire, sur une technologie qui va rompre ce cycle-là et qui va juste détruire des emplois? Non, c'est vrai. C'est vrai. Surtout que actuellement, l'IA, comme je le disais, on le voit comme un outil, un moyen de surproductivité pour l'humain parce qu'une personne qui maîtrise très bien l'IA va pouvoir produire beaucoup plus facilement en fonction de son métier. Mais si on prend en compte le deuxième point qui est la puissance de calcul qui augmente de façon exponentielle, à quel moment s'arrête la notion de outil pour devenir un employé vraiment à temps plein à proprement parler? Parce que quand l'IA surpassera l'humain en termes de productivité et pour être totalement autonome avec juste une personne pour faire le travail d'une agence complète de 15-20 employés, quid du coup derrière de nos économies? Parce que oui, l'entreprise payera moins de taxes, elle paiera plus d'impôts sur la société parce que moins d'employés, moins de charges, plus de bénéfices, ça fera une concentration de richesse. Mais de ce fait-là, les personnes qui sont au chômage, elles ne pourront pas consommer comme elles vont elles consommer. Donc il y a cette notion, je pense, où il faut quand même bien réfléchir parce que l'histoire nous a montré que les gouvernements, de façon générale, veulent plutôt être premiers dans une course technologique à l'instant T au lieu de penser sur le long terme au bien commun. Exemple, Oppenheimer, qui a inventé la bombe, c'est la bombe atomique, ou la bombe nucléaire, j'ai plus, je sais pas la différence même, je crois que c'est la bombe atomique, qui a servi à bombarder le Japon. Le but pour les personnes qui ont tiré, donc pour les États-Unis, c'était de montrer leur puissance et leur avancée technologique, sans prendre en considération l'impact que ça aurait derrière sur l'humain ou sur l'économie japonaise, qui pourrait être du coup impacter également le mondial actuellement, parce qu'on est dans une mondialisation. Donc, est-ce qu'un pays va préférer garder une productivité dite normale à taille humaine pour s'équiper d'IA
et du coup garder une économie entre guillemets stable, ou est-ce que ça sera la course à l'armement entre guillemets à l'IA pour être surproductif et du coup se caler sur les standards des autres pays, quitte à mettre en péril son économie parce que tout le monde serait au chômage. Après, je pense que malheureusement, cette question-là, c'est un peu une question dont on a déjà la réponse, parce que en fait, il suffit que un pays fasse la course sans foi ni loi entre guillemets pour que tous les autres soient obligés de s'y aligner, puisqu'on peut pas être tout seul dans son coin à essayer d'être éthique, moral, tout ce qu'on veut, si derrière nos concurrents font travailler des enfants ou tout ce qu'on veut, font du clonage. D'ailleurs, il y avait aussi ce débat-là, à un moment, sur les humains. Donc avec l'intelligence artificielle, ça sera pareil. Et d'ailleurs, on le voit bien, avec Trump qui débloque des budgets faramineux pour investir dans l'IA, dans les data centers, etc. On est déjà, entre guillemets, dans une course à l'échalote. Donc voilà, pour l'instant, en tout cas, on va pas vers quelque chose de rationnel et on fonce tête baissée dans la course à l'IA. C'est ça. Un point que j'avais vu qui était intéressant sur, imaginons l'IA nous remplace et qu'on a énormément de chômeurs, ça serait de mettre en place le revenu universel. Par contre, il y a deux écoles. Il y a l'école qui dit que ça encouragerait à la paresse et la dépendance de l'État, mais ça boosterait du coup la consommation parce qu'un revenu universel, c'est de 18 jusqu'à 64 ans, selon les premières études. On serait un coût annuel, en France, je parle, estimé à 400 milliards par an, ce qui est faramineux. La question, c'est, comment on récolte ces 400 milliards si on a moins de taxes collectées sur les sociétés et moins de consommation, donc moins de taxes indirectes, avec la TVA notamment. Également, il faut un montant qui encourage les gens à aller travailler même sur un mi-temps pour maintenir leur niveau de vie. La question reste toujours la même, c'est comment manier l'IA assez intelligemment pour pas qu'il y ait de concentration de richesse, parce que là, les seuls gagnants actuellement dans cette course à l'IA feraient les sociétés qui utiliseraient l'IA à outrance et se positionneraient dans cette course pour le développement, parce que eux vont capter tous les flux financiers, vont capter les d'investisseurs. De ce fait-là, on aurait une concentration de richesse sur des dirigeants et des cadres sup qui, eux, ont des postes qui sont, entre guillemets, techniques et nécessaires pour le développement de la boîte, qu'on peut pas déléguer à une IA. Un directeur commercial, oui, il est remplaçable, mais son plus gros point fort, c'est son contact humain et son pouvoir de négociation. Donc, quand vous mettez deux IA l'une en face de l'autre pour qu'elles négocient, ça n'aboutit jamais à rien. Parce que chacune ont leur consigne et faire des compromis, ça reste compliqué pour une intelligence artificielle parce qu'on enlève la notion d'affect. Donc ces postes-là seraient très bien rémunérés, ça serait des compétences qu'on rémunérerait fortement, mais du coup, ça serait les actionnaires qui en profiteraient le plus, parce que du coup, une entreprise, plus elle est rentable, plus elle peut verser de dividendes, et plus on a de dividendes, plus les actionnaires sont contents, et plus ils vont continuer à rester dans la barque de l'IA, et donc favoriser cette course à l'IA. Sans forcément penser derrière à tout ce qui est détruit avec cet outil disruptif aujourd'hui pour tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut devenir rédacteur web ou les CEO spécialistes, je sais pas quoi, grâce à l'IA. À partir du moment où on a un bon prompt, et on le voit sur les réseaux sociaux, des no-name, n'ont aucune compétence, aucun diplôme, voire même aucune expérience dans un domaine, et qui se revendiquent experts grâce à l'IA et qui arrivent quand même à avoir des résultats. Donc, effectivement, les marchés financiers peuvent en profiter, mais jusqu'à quelle mesure? Parce que une économie en berne, ça ne paye plus. Et si on base ChatGPT notamment avec un abonnement à des particuliers, si ces particuliers perdent en pouvoir d'achat, c'est des besoins primaires qui vont compter. Dodo, manger, boire, ça va pas être l'utilisation de ChatGPT. Donc ça veut dire beaucoup de résiliation d'abonnement, moins de CA. Donc on est un peu dans ce cercle vicieux où on ne sait pas trop où on va si l'IA continue vraiment à se développer et tendre à remplacer de l'humain. Qu'est-ce que t'en penses, Julien? Je te sens en réflexion. Ouais, je réfléchis. En fait, j'étais en train de me poser la question, au-delà de bien sûr de tout jugement moral, de la question. En fait, les entreprises donc qui vont utiliser ces IA, etc., vont capter en fait une part de plus en plus grosse du gâteau. Donc c'est-à-dire qu'on a une répartition actuelle de la valeur qui est créée entre les actionnaires et les salariés, donc le travail et le capital, qui va en fait se décorréler de plus en plus au fur et à mesure et profiter de plus en plus au capital, donc aux investisseurs. Et question,
puisque avant même l'IA, on était déjà dans cette pente, où le travail était beaucoup moins bien rémunéré que le capital. Et la question, c'est, avec l'IA qui accélère encore plus les choses, à quel moment ça va rompre? Et les gens vont se révolter par rapport à ça. Et en fait, c'est un peu ça qui va déterminer si c'est bien d'être actionnaire et on va obtenir un bon rendement de l'IA ou pas. Parce que si toute la valeur créée est accaparée par que ça soit l'État ou les citoyens de manière générale, je pense que notre rendement en tant qu'actionnaire risque d'en prendre un sérieux coup. Non, je suis d'accord. Il y a une stat qui rebondit sur ça qui est assez intéressante, qui montre un peu la méconnaissance qu'on aurait sur l'impact de l'IA. C'est qu'on arrive à estimer le bonus, la création de valeur que l'IA aurait pour notre économie mondiale si on l'utilisait en tant qu'outil de productivité, mais vraiment en tant qu'outil, toujours avec des humains pour l'accompagner. On serait à 7000 milliards de dollars créés sur l'économie mondiale avec l'IA en outil. Par contre, à l'inverse, on ne sait pas estimer l'impact de l'IA si elle remplace de façon massive les humains. Parce que, oui, il va y avoir une création de valeur via la productivité, mais s'il y a personne pour consommer derrière, les économies ne tournent plus. Donc, en fait, on est plus sur de la destruction. Aujourd'hui, on est un peu dans ce flou. C'est un peu comme avec Uber. Quand Uber sont arrivés sur les marchés des taxis avec les VTC, c'était un peu la course au « Ah oui, mais Uber va détruire les taxis ». Aujourd'hui, on est quand même plus d'une décennie plus tard. Les VTC et les taxis arrivent à vivre ensemble et à cohabiter sans pour autant qu'il y ait des taxis qui fassent énormément faillite. On le voit notamment dans les capitales, à Paris. Les taxis, ils sont sur les applis de VTC. Ils récupèrent de la clientèle. Ils ont réussi à trouver un peu cette cohabitation. Même si c'est pas toujours facile, ils ont cette cohabitation qui se fait alors que dès le début, quand Uber est arrivé, c'était tout de suite, on fait front, ça va détruire notre métier de taxi. En fait, ton exemple est vraiment intéressant parce que justement sur le point des taxis, ils sont entre guillemets dans une sorte de paradis artificiel qui a été créé par l'État et les régulations qui empêchent les VTC d'accéder à certains emplacements, par exemple dans les aéroports, d'être obligatoirement sur rendez-vous, etc. Et en fait, c'est tout un tas de normes qui maintient artificiellement le statut des taxis. Et on voit que ces petits bouts de paradis artificiel, en fait, très fragiles, puisque comme cet avantage ne tient qu'à une loi, et c'est pas le marché qui l'impose, les taxis sont pas fondamentalement meilleurs que les VTC, eh bien, ça crée tout un tas de problèmes. Je pense que de toute façon, même s'il y a encore des taxis aujourd'hui, ils doivent être dans une situation financière pas forcément terrible. En fait, les taxis ont un avantage, c'est qu'ils ont accès à des contrats. Beaucoup vivent de contrats d'ailleurs, notamment sur du transport à la personne, des sociétés, etc. Là où les VTC sont obligés de passer par l'intermédiaire généralement du VTC pour pouvoir en vivre. Même si on a des sociétés de VTC privées, il y a quand même cet aspect où prendre un taxi est aussi un signe de luxe. C'est devenu une appartenance sociale de prendre un taxi. Les VTC sont un peu plus pour le taxi du pauvre, entre guillemets, parce qu'il coûte moins cher, parce que on regarde un peu à la dépense, alors qu'une personne qui est plus aisée peut prendre un taxi sans aucun problème. Et du coup, il y a ce signe d'appartenance sociale qui est là. On le voit beaucoup. Moi, par exemple, qui vais sur Paris, je vois beaucoup les gens qui descendent des taxis, voient tout de suite à quelle catégorie sociale ils appartiennent de par leur langage corporel, leurs vêtements, leurs bagages. Et tout de suite, on voit les VTC que c'est une autre CSP, c'est totalement différent. Parce que les conducteurs de VTC, déjà, sont pas formés pareil que les conducteurs de taxi. Les conducteurs de taxi ont toujours cette image de prestige qu'ils veulent maintenir, donc ils veulent être un peu dans le haut de gamme. Après, effectivement, je te rejoins, la législation favorise le maintien des taxis, parce que le jour où un VTC peut prendre une personne juste en s'arrêtant au bord de la route et en lui disant « t'as besoin d'aller quelque part », là, les taxis seront complètement détruits. Parce que c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec les taxis, c'est qu'ils se mettent sur des points de rencontre de voyageurs qui ont besoin de transport et ils attendent le client, un peu comme une boutique. Et encore, ça tient à peine, puisque certains Uber franchissent la barrière légale et viennent... Alors, risque et péril. Voilà. C'est ça. Mais c'est vrai que l'IA est un peu comme dans cette période actuellement où la réglementation n'est pas forcément très claire. On a des codes autour, mais qui commencent à être cassés, notamment des codes sur la robotique qui disaient que, ce qu'on parlait tout à l'heure, Julien, le fait qu'un robot ne peut pas décider de tuer un homme de lui-même. C'est une règle dans la robotique. Et actuellement, l'IA est en train de briser cette règle. On l'a vu pendant le conflit Ukraine-Russie,
où on a commencé petit à petit à mettre l'IA dans les algorithmes, notamment pour les drones, où en fait l'Ukraine comme la Russie avaient des drones qui permettaient de brouiller les ondes et du coup de faire tomber tous les drones. Sauf que les drones qu'ils étaient censés brouiller après se crashaient parce qu'ils avaient plus de pilote. Donc une IA a été implémentée pour que le drone puisse se conduire tout seul. Puis après on a passé la step au-dessus. Des drones qui détectent automatiquement un soldat russe ou un soldat ukrainien en fonction de quel camp le drone se trouve, et décide de lui-même de se cracher sur cette personne pour lui ôter la vie. Il y a une société qui s'est spécialisée dans cette course à l'armement autonome, qui est Anduril, qui capte énormément de fonds et est en train de développer des chiens robotiques, des soldats robotiques, des drones automatiques, et tout est piloté par l'IA. Donc en fonction du code qu'on lui implémente, on brise cette règle de la robotique. Donc est-ce qu'une régulation sur l'IA permettrait de le garder en tant qu'outil de productivité et donc de capter ces 7000 milliards de PNB mondial dans notre économie, ou est-ce que on aura une course totalement folle de tous les gouvernements pour rester à la pointe de l'IA et que du coup on va oublier cet aspect de réglementation et briser tous les tabous qu'on aurait actuellement sur ce domaine-là, quitte à détruire nos économies pour ensuite revenir en arrière, mais possiblement trop tard. Exactement. Oui. Julien va me répondre, c'est une question sans réponse. Je suis d'accord avec toi. Non, c'est une Mais- question sans réponse. Moi, personnellement, j'ai déjà ma réponse. Hein. Puis on l'a déjà partiellement, en fait, avec l'exemple que tu as donné. L'éthique n'a pas tenu bien longtemps. C'est ça. Si ce qu'on vous dit vous intéresse, on a créé Homo Economicus, notre newsletter mensuelle qui décrypte les rouages de la bourse. Abonne-toi, le lien est en description. Dans la société Anduril, par exemple, qui est dans l'armement, donc l'armement qui est déjà quand même extrêmement rentable pour les créateurs, imaginons que cette boîte se fasse coter en bourse. Les personnes qui investissent dessus vont totalement profiter de cette course à l'IA en ayant des rendements de dingue, des hausses de capital de dingue, parce que du coup, derrière, les investisseurs vont se ruer dessus. Mais, à terme, la société aura peut-être du mal à se faire des bénéfices, parce que si on remplace nos soldats par des robots, on a nos plus grands employeurs mondiaux qui disparaissent, qui sont l'État, parce que du coup, les armées sont payées par les États. Si on remplace tout le monde par des robots et qu'on garde que un ou deux chefs pilotes, on va dire, de robots soldats, on réduit quand même drastiquement les coûts, malgré de forts investissements à l'instant T, mais dans le long terme, on réduit les coûts. Mais du coup, ça nous met des soldats au chômage, des soldats au chômage qui, du coup, eux, ne pourront plus consommer comme ils consommaient avant. Donc, moins de consommation, moins de PNB, et pourtant des entreprises qui seraient rentables grâce à cette course à l'armement, à l'IA. Donc voilà, il y a toujours ce truc où il y a un moment où il faut qu'on continue de développer l'IA. Je pense que c'est une bonne chose si on garde cet aspect outil. Et là, effectivement, les actionnaires en profiteraient énormément. On le voit notamment, par exemple, avec Nvidia, qui est quand même une des boîtes numéro 1 dans l'IA. Et aujourd'hui, on est quand même à un PER de 49 quasiment, qui est gigantesque quand même. On fait 49 fois la boîte ses bénéfices. Ceux qui sont arrivés quand Nvidia était à 18 fois les bénéfices, là, ils sont très heureux. Alors oui, ils n'ont pas un rendement en dividende de fou, mais leur rendement en capital, il a explosé. Et pour eux, cette course à l'IA qui continue fait qu'ils restent dans cette course avec Nvidia, parce que pourquoi s'arrêter quand on spécule et que ça continue de monter? C'est un peu la logique, surtout qu'après, on ça stabilisera et Nvidia possiblement pourra reverser des dividendes énormes. Et du coup, les actionnaires seront tous contents et ils conserveront leur position aussi. Il y a toujours ce jeu-là où il faut savoir juger quand s'arrêter dans le développement, quand mettre une régulation en place, sachant que bon, en Europe, on reste des champions de la régulation à notre plus grand désarroi parce que parfois ça nous rend totalement anticompétitifs. Et pourtant, on aurait derrière des gens qui seraient hyper productifs dans notre pays avec l'IA, mais possiblement hyper régulés, donc hyper bridés par la suite. Oui, c'est vrai que cette question de régulation est centrale. Après, pour revenir sur la distribution de la valeur créée entre le capital et le travail, donc les salariés et les investisseurs, c'est vrai que on a observé, comme on parlait avec Uber, etc., à une tendance, même avec les freelances en France, qui sont de plus en plus courants, des travailleurs qui sont en fait plus employés mais entrepreneurs, et qui travaillent à distance, potentiellement, qui en fait, si on prend en compte l'option de révolte populaire, ces travailleurs-là, on voit bien qu'ils ont un peu moins d'intérêt personnel à se révolter, en fait. Et ils ont moins de capacité et de levier d'action pour se révolter. Donc c'est vrai que l'argument de dire que les actionnaires ne seraient pas récompensés par cette hausse de productivité, c'est possible que ça n'arrive jamais en fait, tout simplement, puisque voilà, on a eu les gilets jaunes, tout ça, ça n'a rien donné. Donc pourquoi les suivants donneraient quelque chose?
pense sur cet argument-là que les gilets jaunes, et là il y a un mouvement, bon alors on tourne, on est le 4 septembre, donc on n'a pas encore le fin mot de l'histoire, mais le 10 septembre, il y a une mobilisation qui a été lancée pour, entre guillemets, paralyser le pays économiquement, où tout le monde reste enfermé chez soi, ne consomme pas, vraiment ne sort pas. Je pense que la tendance de nos révoltes sociales, exemple les gilets jaunes, va totalement changer à cause du Covid. Parce que tout le monde a pris conscience pendant le Covid, quand on était confiné chez nous et que consommer était difficile, que le pays était à l'arrêt. On a vu toutes les instances gouvernementales se mettre à l'affût et commencer à vouloir soutenir l'économie de partout parce que personne ne consommait assez, vu que personne ne sortait de chez soi. La plupart des usines étaient également à l'arrêt, ça créait beaucoup de difficultés. Je pense que le Covid a permis une prise de conscience dans le peuple français, notamment sur la façon de mener une révolte aujourd'hui, où avant le Covid, on était plus sur des révoltes type mai 68, avec les étudiants qui retournaient tout Paris et se barricadaient, où là, ça pouvait fonctionner parce qu'on prônait la sécurité, la non-violence. Aujourd'hui, le mouvement du 10 septembre, pour moi, a plus de chances d'aboutir. C'est mon avis personnel, je le dis bien, parce que paralyser un pays économiquement parlant avec des millions de personnes en sachant que cet événement, moi, à la base, quand je l'ai vu, je n'y croyais pas, jusqu'à récemment, quand j'ai vu que tous les syndicats ouvriers, étudiants, professeurs, RATP, tout le monde se rattache à cette grève du 10 septembre, et ce que je vais appeler la grève de la consommation d'une journée. Ça représente des millions, voire des milliards pour la France de pertes en termes de taxes non collectées si personne ne consomme, si les gens jouent vraiment le jeu. Donc je pense qu'on va avoir cette évolution de révolte sociale qu'on va avoir dans le temps, vraiment évoluer, où les gens vont comprendre de plus en plus l'impact de leurs gestes, de leur consommation. Parce que les gilets jaunes, pour moi, le gouvernement, on avait strictement RAF, dans le sens où les gens prenaient leur bagnole pour aller rejoindre des ronds-points, donc ils consommaient diesel, ils payaient du diesel qui est hyper taxé, ils achetaient de la viande, donc de la TVA pour le barbecue, du charbon, des binous, du panaché, du coca. Donc en fait, la consommation était là pendant tout le long des gilets jaunes. Mais si tout le monde fait une révolte chez soi sans consommer, là, le gouvernement sera obligé de regarder, surtout si c'est des mouvements qui se font régulièrement, parce qu'il y a énormément de PIB qui se perd. Et de ce fait-là, je pense que certaines demandes de ce mouvement-là pourraient aboutir à condition qu'ils arrêtent leur mouvement de grève de la consommation. Après, il y a l'air d'avoir une tendance à comprendre qu'est-ce qui fait réellement mal au pays, mais à contrario, tous les initiations de mouvements se font sur Internet et on a tendance à avoir beaucoup de frustration, etc., se concentrer sur Internet. Mais quand il faut passer dans la vraie vie et dans les actes, ça suit beaucoup moins. C'est pour ça que j'attends de voir le résultat du 10 septembre. Mais je trouve que cette idée d'un peu de gilet jaune, on va dire, à domicile, déjà, elle a germé là où avant, c'était plus l'idée de on va bloquer la France en allant sur les ronds-points. Et en finalité, vous voyez des gros mouvements gilets jaunes. Il y avait une étude qui avait été faite juste en taxes sur le diesel consommé. On était à plus de 80 millions la journée, qui était gigantesque pour un mouvement de grève. Ils font grève, mais ils rapportent 80 millions à l'État en taxes juste avec le diesel. Fantastique. Pour l'État, c'est bénéf. Continuez à faire vos grèves, parce que la plupart qui avaient le temps, qui pouvaient y aller, sans émettre vraiment aucun jugement, c'est des personnes soit qui avaient des emplois très précaires, et donc le travail en soi n'était pas très rémunérateur, donc on va aller faire la grève, soit des personnes qui n'avaient pas de travail, soit des retraités. Des personnes qui avaient des jobs vraiment alimentaires, qui étaient dans la nécessité de travailler parce que ils n'avaient pas le choix, peuvent aller travailler, justement. Les chefs d'entreprise, les petites personnes qui étaient ouvrières, eux, allaient sur le lieu de travail pour faire ce qu'ils avaient à faire, et c'est ceux qu'on entendait le plus se plaindre de ce mouvement-là de blocage du pays au niveau des routes. Pour l'État, c'était bénéf, parce que ceux qui produisaient beaucoup de valeur, donc les chefs d'entreprise, avec leurs ouvriers qui avaient besoin de remplir leur frigo en travaillant et qui ne pouvaient pas se permettre de rater un jour de travail, continuent à créer de la valeur, et en plus, à côté, ceux qui sont habituellement consommateurs, on va dire, occasionnels, rapporter 80 millions en plus, tout bénef. Là, on va avoir des gens qui vont rester chez eux, des travailleurs comme des freelances, comme des personnes qui sont au chômage ou des retraités qui vont rester chez eux, qui ont rejoint le mouvement. On va avoir des écoles paralysées. Du coup, juste le fait que cette idée-là ait germé pour une révolte, je trouve que ça montre un changement dans la façon d'appréhender les révoltes sociales. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est que si jamais l'IA remplace tous nos ouvriers en usine, remplace tous nos métiers de bureaucrates, remplace nos gestionnaires financiers, nos conseillers en gestion de patrimoine,
remplace les métiers vraiment très intellectuels de prestation de services. Il ne restera que des métiers physiques, la maçonnerie, la couverture, là où l'IA aura plus de mal à nous remplacer parce qu'il faudra en plus créer de la robotique derrière. Et ben en fait, c'est des métiers manuels qui vont rester énormément, qui eux vont permettre de s'enrichir, mais on va pas se mentir, un métier manuel, il y en a très peu qui sont cotés en bourse. La plupart, c'est des petites TPE ou des PME. L'argent va se concentrer ici et à côté, les études et notre niveau d'études et notre intellect ne nous sauvera pas de ce remplacement de l'IA s'il y en a un. D'autant plus que, à supposer que l'IA ne s'immisce pas avec les robots dans ce genre de métier, si tous les autres métiers qui représentent la majorité des métiers en France deviennent totalement obsolètes, le salaire des travailleurs manuels va diminuer drastiquement avec le nombre de candidats potentiels. Donc, même si supposément peuvent être épargnés à court, moyen terme du moins, en fait, ils le sont indirectement pas non plus. D'autant plus que si on reprend donc notre réflexion de tout à l'heure, où les humains seront obligés de s'aligner au coût de travail des machines et des IA, donc à baisser leur salaire drastiquement pour matcher avec la perte de productivité par rapport à une IA, pour d'un point de vue de l'entreprise. Donc par exemple, une IA est capable de produire pour 10 000 euros de valeur par heure, mais ne coûte que par exemple 100 dollars par heure. Eh bien nous, on va être obligé de demander à l'employeur de nous payer 1 dollar parce qu'on est capable de produire que 100 dollars par heure comparativement à l'IA. Et donc ça va potentiellement nous sauver du chômage, puisque peut-être que pendant une certaine durée, on va pouvoir quand même, sous cette forme de dévaluation des salaires, rester compétitif avec les IA. Mais le problème, c'est que jusqu'à où ça peut aller, puisque au bout d'un moment, si on travaille pour 1 euro le mois, ça va pas servir à grand-chose. Mais je tiens quand même à préciser que ce mécanisme de tirer les salaires vers le bas peut peut-être aussi être compensé par les gains de productivité des entreprises qui pourraient nous fournir des biens et de la nourriture toujours moins chers du coup. Productive, donc économie d'échelle. Voilà, donc en fait, c'est une question qui est vraiment très compliquée à répondre, savoir ce que ça va donner. Mais voilà, comme on l'a vu pendant pas mal de minutes maintenant, en fait, le gros point de bascule, c'est est-ce que on va réussir à conserver la paix sociale ? C'est ça. Et je pense que cette paix sociale se conserve avec la bascule de l'IA, une IA outil à une IA vraiment créatrice de valeur dans le sens remplacement humain. Et c'est cette bascule-là qui va changer un peu notre vision de l'économie parce que, comme tu le dis, si tout le monde travaille pour 1 euro le mois, il nous faut des biens de consommation qui soient ajustés à hauteur de ce prix-là. De ce fait-là, la valeur de notre monnaie devra aussi changer parce que du coup, la valeur du travail et la valeur des biens changent. Imaginons Coca-Cola, pour ne pas les citer, c'est trop tard. Donc Coca-Cola vend des bouteilles de Coca à 1,25 €. Vous gagnez 1 euro dans le mois. Vous pouvez pas vous la payer. Ils gagnent en productivité énorme parce qu'ils peuvent licencier, imaginons, 100% de leur masse salariale. Ils vendent leur Coca à 10 centimes. C'est un peu cher. Imaginons. Ouais, 1 centime. Disons qu'ils vendent leur Coca à 1,25 centimes. Parce qu'on gagne, on va dire, 1 000 € actuellement et on peut la payer à 1,25. Ils la vendent 1,25 centimes. Son chiffre d'affaires, du coup, va drastiquement baisser. Mais d'un point de vue valorisation de la monnaie, si on a un pouvoir d'achat qui reste tel quel, oui, 1 dollar par mois, c'est rien du tout. Mais si le pouvoir d'achat se cale sur ce 1 dollar par mois, on aura des chiffres d'affaires qui ne se parlent plus en millions, mais en milliers d'euros ou en dizaines de milliers d'euros parce qu'on sera obligé de changer d'échelle. Totalement. Ça créera Donc, une déflation. C'est ça, qui sera gigantesque. Et en fait, c'est là où je pense que les États doivent être vraiment vigilants dans leur course à avoir l'IA la plus pointue, l'IA la plus performante, la meilleure IA. On le voit qu'il y a déjà ce combat d'ego de qui a la plus grosse et qui va la mettre sur la table en premier. Quand on voit que la France investit énormément dans notre IA française, qui est, Julien, s'il te plaît, car je l'ai oublié, j'ai un trou de mémoire. Mistral. Mistral, voilà. Donc, qui a investi des Après, millions. à nuancer, hein, quand même. Les 3/4 de leur financement vient des US. Hein. Oui, mais ils ont quand même pris le choix avec la BPI d'investir dans Mistral, dans l'IA, d'investir dans l'IA, ce qui est quand même un choix du gouvernement pour dire, regardez, on soutient le développement d'une IA française. Après, David, tu vois que ça vaut vraiment le coup de parler de l'Europe.
Ça, c'est un sujet, on verra dans un ou deux épisodes sur le podcast, on vous parlera de l'Europe pour vraiment que vous preniez conscience de plein de choses qui sont très intéressantes quand vous investissez. C'est un peu le but du podcast, hein, même si là, on est un peu hors sujet. Faut pas oublier que là, même si pour vous, l'IA vous paraît un peu un sujet annexe de vos investissements, c'est en réalité un vrai sujet, car on le voit dans toutes les boîtes. Aujourd'hui, toutes les grosses boîtes de la banque, les banques financières, jusqu'à des PME industrielles, utilisent l'IA pour de l'automatisation. En banque, on le voit avec des chatbots. Ça reste de l'IA, le chatbot. Les recommandations de placement que vous pouvez recevoir par mail ou par votre conseiller, c'est de l'IA. Dans les PME, on va avoir de l'automatisation sur des process, sur de la formation, sur de la qualité, où on va former un employé avec le modèle d'automatisation au lieu d'avoir 4-5 employés qui vont faire cette tâche-là. Donc en fait, l'IA aujourd'hui est au quotidien. Je pense que beaucoup la sous-estiment et beaucoup la surestiment également. L'IA aujourd'hui, c'est un outil. Elle n'est pas encore en phase de nous remplacer. La question, c'est qu'avec la loi de Moore, donc qui fait que la puissance de calcul de l'IA est exponentielle, et on le voit bien entre 2020 et aujourd'hui comment les IA ont totalement évolué, notamment dans la capacité générative de vidéos, par exemple, ce qui était un défi à la base. Aujourd'hui, c'est devenu normal. On parle de 5 ans, même pas une décennie. C'est rien du tout, 5 ans. Donc, il y a un vrai sujet à se poser sur quand est-ce que on va voir vraiment la réelle valeur et l'impact de l'IA sur nos sociétés, sur notre productivité, et quand est-ce que on va arrêter cette course pour ne pas mettre en péril des économies. Je pense que voilà, il y a encore aujourd'hui, la société pourrait déjà, dès maintenant, avoir des gains de productivité énormes, mais il y a beaucoup de freins à l'adoption, que ça soit par croyance, par réglementation. Par exemple, on voit des entreprises, voilà, qui ont légitimement ou pas hein, peur pour leurs données, etc. Donc il leur faut une IA déployée dans leur contexte pour pas qu'il y ait de fuite de données, etc. En fait, c'est pas vraiment l'IA qui pose problème, c'est son déploiement dans beaucoup de cas d'usage. Donc en fait, on est déjà entre guillemets, il faut pas prendre en compte ces limites-là, puisque les capacités de l'IA sont là, c'est juste quelques petites contraintes techniques par-ci par-là qui brident le déploiement à grande échelle. Mais clairement, de mon point de vue, il faut pas s'y attacher, quoi. Le chiffre clé, je pense, du podcast aujourd'hui, c'est que l'IA en tant qu'outil, c'est 7000 milliards de PIB mondial créé, et ça reste un outil. Et on n'arrive pas à calculer le coût si ça remplace de l'humain. Voilà. Je pense que c'est quand même le point le plus primordial pour vos investissements à prendre en compte. Parce que l'IA aura un impact sur vos investissements. Une IA qui crée de la valeur, c'est bénéfique pour tous les actionnaires. Tout le monde va y gagner. Tous ceux qui sont placés dans des boîtes qui vont adopter l'IA, qui vont l'utiliser correctement en outil, vont gagner en productivité, en compétitivité, et de ce fait-là, vont gagner beaucoup d'argent et vont vous rapporter beaucoup d'argent. Le jour où l'IA remplace l'humain, et c'est mon humble avis, là, il faudra commencer à vous poser des questions parce que le jour où il y a un remplacement d'humain par l'IA de façon massive, les économies vont prendre cher. Et une économie qui prend cher, c'est des cours de bourse qui baissent, c'est des bénéfices qui baissent parce qu'il faut qu'il y ait des consommateurs en face de l'offre. Après, c'est vrai qu'il y a un scénario dont on n'a pas parlé, qui est un peu entre les deux, entre la captation totale des profits générés par l'IA, par les actionnaires, ou alors avec le revenu universel par les salariés, les ex-salariés, hein, puisqu'ils ne le sont plus, les citoyens. C'est-à-dire que préventivement, les actionnaires pourraient se dire, ça chauffe un peu pour nos fesses, là on s'est fait beaucoup d'argent, voilà, on est bien, et ben on va choisir volontairement de céder une partie de nos bénéfices à la redistribution pour garantir la paix sociale et garantir notre rente. C'est aussi un scénario intermédiaire qui peut se passer. C'est un scénario intermédiaire que je trouve très intéressant, mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'avidité humaine. Et ça se voit beaucoup sur les marchés financiers, notamment pendant la bulle Internet, qui a causé la faillite de milliers, voire millions de foyers qui étaient avides. Fois, certains avaient des positions qui avaient fait x10, x20, x30, et au lieu de vendre leurs positions, en voyant la bulle éclater, on préférait les conserver par avidité, en étant totalement conscients du risque de perte qu'ils avaient. Donc, oui, c'est un peu le dilemme du prisonnier, quoi. C'est ça. Est-ce qu'on va avoir une prise de conscience avec des actionnaires qui seront beaucoup plus conscients qu'anciennement
Et de ce fait-là, ils feront jouer leur droit d'actionnaire et leur pouvoir sur la boîte, parce qu'un actionnaire a un pouvoir dans une boîte, il a un droit de vote, pour rappel, quelque chose qui est sous-estimé par beaucoup d'investisseurs. Vous pouvez décider de l'orientation de la boîte, si vous avez assez de capital ou si vous êtes assez ligués ensemble et assez soudés, on va dire. Mais est-ce que derrière, on sous-estime pas l'avidité humaine? Est-ce que l'investisseur qui veut être rentier, qui a commencé à investir il y a 20 ans et qui commence à percevoir les fruits de son investissement grâce à l'IA, ne va pas vouloir conserver ce niveau de vie en étant totalement égoïste et sans voir venir le couperet tomber Sur sa propre tête. dans sa propre tête, exactement. Mais c'est intéressant parce qu'il y a en investissement, il y a toujours cette notion de psychologie et c'est quelque chose que vous entendez souvent, que moi je vois très souvent sur des podcasts. Un bon investisseur, c'est un investisseur qui gère sa psychologie. Je suis tout à fait d'accord avec ça. L'avidité humaine n'a pas de limite. Et ça, je pense qu'on le sous-estime bien trop aujourd'hui. C'est vrai que ce scénario, suppose que, entre guillemets, les investisseurs se sacrifient, entre guillemets, collectivement pour conserver leur rente, au final, qui serait bénéfique pour eux. Mais individuellement, aucun n'a intérêt à le faire. C'est ça. Et aujourd'hui, quelle est la politique des boîtes cotées? C'est satisfaire les actionnaires. Ça montre le pouvoir que vous avez en tant qu'investisseur quand vous êtes assez nombreux. Et le sous-estimez pas. Une boîte qui veut des investisseurs va chercher de la rentabilité. Différents moyens de gestion, développement de l'entreprise, développement d'une offre, ou sinon à la française, on taille dans les coûts d'effectifs parce que ça coûte cher et du coup on fait travailler une personne pour deux. Ce scénario-là peut être très bien. Avec l'IA en tant qu'outil, on peut très bien avoir une personne qui fait le taf de deux personnes. Aucun problème avec une IA très bien utilisée en tant qu'outil. Mais la question c'est, lorsque l'IA remplace l'humain, est-ce que les actionnaires seront suffisamment conscients de leur pouvoir et de leur intérêt à long terme de garder cette paix sociale, ou est-ce que l'humain restera avide et totalement égoïste en voyant que sa position? Donc c'est vrai que on pourrait, en partant de ces hypothèses-là, finalement considérer l'investissement dans des sociétés qui profitent de l'IA comme une sorte d'assurance pour notre futur. Puisque vu que n'importe qui peut être potentiellement la victime de cette IA et que la répartition de la valeur créée par l'IA va soit au capital, les investisseurs, soit aux salariés, être sûr de se positionner correctement des deux côtés de la chaîne de valeur pour être sûr d'en profiter au moins un petit peu et de pas se retrouver complètement à la rue. C'est ça. Un scénario possible de ce fait-là avec ce que tu dis, ça serait d'avoir des salariés qui investissent dans la boîte où ils sont employés en devenant actionnaires et de ce fait-là, remplacer leur salaire par la rente que leur a procuré leur remplacement par l'IA. À supposer qu'ils aient payé salariés un jour. À supposer qu'ils aient payé salariés un jour. Mais c'est vrai que le sujet reste le même. Le salarié qui aura investi, qui sera du coup sacrifié, on va dire, pendant des années pour pouvoir investir dans sa boîte, en achetant des actions au départ, ne verra-t-il pas que son bénéfice individuel en se disant, moi, je me suis sacrifié 20 ans, j'ai investi, maintenant, je veux qu'on me paye et je me suis fait licencier. Donc, tout Jojo à côté, là, qui est au chômage et qui a pas investi, c'est pas mon problème, il avait qu'à faire comme moi et être intelligent. Ça, c'est un discours qu'on peut très bien entendre avec des personnes qui n'ont pas forcément une vision globale de la problématique que pourrait avoir le remplacement massif. Qu'est-ce que tu en penses, Julien? Je te sens en réflexion, encore une fois. Disons qu'aujourd'hui, je te fais beaucoup réfléchir. Ça va me coûter cher, tout ça. Oui, oui, de toute façon, c'est comme on le dit depuis tout à l'heure. Clairement, c'est la première fois qu'une technologie remet potentiellement en cause le fonctionnement même du capitalisme. Oui, parce qu'avant, on avait les ordinateurs qui sont arrivés, mais c'était un outil et on avait besoin d'humains derrière, la tech. Aujourd'hui, l'IA peut s'autogérer. L'IA peut coder à la place d'un humain du moment qu'on la prompte correctement. Et on rappelle que leur puissance de calcul est énorme. ChatGPT a développé plus un processeur qui dépasse ce que les humains peuvent confectionner actuellement. Donc, est-ce qu'on aura vraiment besoin d'ingénieurs pour développer ces puces-là si ChatGPT le fait déjà mieux qu'eux? Aujourd'hui, ce qui nous empêche de la produire, c'est la technologie qu'on possède. Notre technologie n'est pas assez avancée pour pouvoir suivre qu'a besoin GPT pour produire la puce. Donc, est-ce qu'on aura besoin d'humains qu'on paye très cher aujourd'hui pour ces puces à développer s'il y a les remplace? Donc, quid de nos ingénieurs? Il faut être des CSP+, des intellects. Ils sont très chers, ils nous font un peu chier, ils ont des revendications. Non mais attendez, on est où là? Voilà. Ah. Moi, l'IA, elle m'emmerde pas avec son salaire, avec son augmentation annuelle. Je la fais travailler 24/24, elle a aucune demande, elle fait tout ce que je veux. Elle va pas faire voilà.
Voilà, elle n'a pas de jour férié, elle n'a pas de droit du salarié puisque c'est une IA. Donc il y a un vrai sujet là-dessus. Je pense que tout le monde devrait se former à la gestion de l'IA. Et il y a quelque chose qui est pas mal, je vais en parler un peu, Jules, c'est ton e-book. Tu as sorti un e-book Ouais, sur exactement. l'utilisation de l'IA, notamment sur comment bien l'utiliser pour pas être remplacé par celle-ci et être compétitif sur les tâches qu'on utilise. Personnellement, je l'ai lu, j'ai trouvé extrêmement intéressant. Les IA ont drastiquement augmenté leur qualité de réponse grâce à toi. Donc, je te remercie. Est-ce que tu veux un peu nous en parler? Ouais, bah en fait, c'est un livre qui est parti d'un constat simple, hein. En fait, moi personnellement, j'utilise les IA tous les jours dans mon travail, tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure de m'enseigner que la plupart des conseils sur Internet ne sont plus applicables pour les nouvelles IA d'aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire les modèles qui ont un raisonnement explicite. Donc là, je parle de ChatGPT 5, O1, Claude Opus 4, etc. Tous ces nouveaux modèles, qui sont relativement récents, en fait, ont une manière de fonctionner qui est totalement différente des anciens modèles. Et donc, en fait, il faut vraiment repenser notre manière de communiquer avec eux. Et qu'on se rend compte, en creusant un peu le sujet, c'est que maintenant, c'est quasiment nous la limite des IA. C'est pas les IA qui ont un raisonnement limité. C'est-à-dire, c'est ce qu'on arrive à leur communiquer de ce qu'on veut faire et de nos intentions qui est limité. En fait, on s'exprime mal, entre guillemets, pour leur communiquer nos intentions. Et donc, dans le livre que j'ai écrit, j'essaye de justement vous donner toutes les astuces, etc., pour de un, comprendre comment fonctionnent ces nouvelles IA et comment leur communiquer au mieux possible vos intentions pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Donc le livre, franchement, il est top. Il y a des bons retours déjà que Julien a eu dessus. On vous mettra le lien en description si ça vous intéresse. Il est disponible sur Amazon et il est disponible sur Kindle aussi en lecture gratuite. Le but, c'est de vous donner quand même de la ressource utilisable, fiable et avec beaucoup de valeur. Il coûte 3,50 €. Enfin, je crois que c'est ça, Julien, 3,50 €. Donc 3,50 €, c'est vraiment, c'est même pas un kebab, c'est la moitié d'un kebab, les gars. Tout ça pour booster votre productivité grâce à l'IA et rentrer un peu dans ce game pour possiblement, peut-être, qui sait, garder votre emploi ou changer de vie si l'IA nous remplace et qu'on a besoin de prompteurs de qualité. Faites-le pendant qu'il a encore temps. Ouais. En sachant que prompteur, ça reste un métier bien payé parce qu'il me semble, si je dis pas de bêtises à vérifier, mais que un des premiers prompteurs recrutés par une entreprise avait un salaire de 330 000 $ par an. Donc, Oui, après, bon, dit la légende. c'était un type à OpenIA. C'est pas très représentatif et de toute façon, ce métier n'existe pas Plus. réellement. C'était vraiment pendant la grosse bulle de ChatGPT au tout début. Mais maintenant, justement, bah, c'est une des premières choses que j'explique dans mon livre, c'est que on est passé de simples ingénieurs du prompt, c'est-à-dire de manipuler, l'art de manipuler les mots, etc., pour transmettre ce qu'on veut à l'IA, pour lui parler de manière fluide et cohérente, à en fait ce qu'on appelle le context engineering, donc lui fournir en plus du prompt, qui est très important quand même, le maximum de données et ces données-là, les structurer de la meilleure manière possible pour que l'IA puisse les interpréter. Puisque on se rend compte que dans la plupart des applications réelles, il nous faut du contexte. Non, mais c'est intéressant. Merci d'avoir débunké un peu mon information sur le prompt engineering. Mais dans tous les cas, je pense vraiment que cet e-book qui va vous servir, ne serait-ce qu'en perso sur votre productivité. Moi, perso, j'ai utilisé pour me faire un budget teaser qui a été hyper pertinent et bien plus pertinent que ce que j'avais fait auparavant. Donc, merci Julien pour ça. Est-ce que tu veux qu'on finisse l'épisode sur une note? Parce que je pense que ça fait déjà un certain temps qu'on papote. Je pense qu'on a déjà donné beaucoup de valeur Ouais. dans celui-ci. Bah du coup, voilà, comme je le disais juste avant, réfléchissez bien à quel scénario pour vous est le plus probable et comme on n'est pas forcément ici pour parier, essayez de vous placer des deux côtés de l'équation puisque ça pourrait potentiellement vous coûter très cher de pas être d'un des deux côtés. C'est vrai. Avoir aussi l'avancée de nos États sur leur vision de l'IA et la régulation possible qui peut arriver, qui pourrait peut-être garder l'IA dans cette notion d'outil de surproductivité pour devenir un outil de remplacement de masse salariale dans les différents pays. On vous remercie tous pour l'écoute. Je pense que vous avez quand même appris pas mal de choses.
On va avoir d'autres épisodes sur cette série qui va beaucoup vous intéresser sur les différents axes de pensée pour vos investissements. Pour vous aider à réfléchir, comme d'habitude, vous connaissez un peu notre façon de penser, c'est de vous donner des clés pour votre réflexion et vous rendre plus intelligent en tant qu'investisseur et ne pas vous donner de formules magiques, comme on peut le voir souvent. Donc c'est un peu notre mantra. On a la newsletter également, on vous mettra en lien si vous souhaitez vous inscrire. Et comme d'habitude, laissez un petit pouce bleu, suivez-nous, abonnez-vous, laissez un com, aidez-nous un peu à péter parce qu'on a vraiment plein de belles choses à vous partager. Ciao tout le monde, à la prochaine. Salut!